Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Aujourd'hui, on va attaquer l'une de mes parties préférées, on va parler programmation. On va ajouter les bases de notre personnage, donc on va lui ajouter son système de déplacement, et on va aussi ajouter tout le système de collision pour éviter qu'il ne traverse des murs ou des objets. Et c'est parti. Donc je suis sur mon projet le même que la dernière fois, je n'ai pas encore modifié mon monde, je voulais justement le faire un petit peu avec vous. Vous avez peut-être de votre côté retravaillé un petit peu votre monde, fait quelque chose de plus joli. Le mieux pour cet épisode, c'est d'avoir un espace sur lequel on va pouvoir tester notre personnage. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté cette zone ici, donc si je regarde dans mes tilemaps, j'ai une tilemap fondation. Si je la désactive, on peut voir à peu près à quoi elle correspond. Ou alors si je désactive plutôt props et water. Donc voilà ma tilemap fondation sur laquelle le personnage entrera en collision. Donc il ne pourra pas traverser les murs sur le côté ou sur le plafond, et il ne pourra pas traverser par exemple cette butte qu'on a ici. Sauf que du coup ça ne laisse pas énormément de place pour tester mon personnage, alors je vais un petit peu adapter le monde juste pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à faire pareil, de créer une petite zone assez plate et assez grande pour qu'on puisse tester les déplacements et la vitesse du personnage. Également, j'en ai pas parlé à l'épisode précédent, mais vous voyez que la caméra, on l'a laissée avec ses paramètres par défaut. Et par défaut, justement, j'ai l'impression que la caméra, elle est très zoomée sur notre monde. Notre monde apparaît très grand, donc je vais un petit peu reculer ma caméra. Pour ça, vous pouvez choisir votre main caméra dans la scène, et vous avez ici Size, donc la taille de la caméra. Plus vous allez réduire la taille de la caméra, donc plus elle va être petite, plus le monde va paraître grand. Et donc vous voyez que ça fait un zoom si je descends. Et à l'inverse, si j'augmente la taille, la caméra va en quelque sorte reculer pour donner une vision d'ensemble. Du coup, vu que j'ai reculé ma caméra, on a certains morceaux de tile qui sont manquants. Donc je vais très rapidement adapter mon monde, mon niveau. Voilà, donc j'ai fait en sorte qu'on ne voit plus le background. Là, si on regarde dans l'onglet Game, on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucun tile manquant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, la caméra sera attachée au joueur. Et vu que le joueur sera amené à se déplacer, la caméra va donc suivre le joueur. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut simplement dire, surtout, n'hésitez pas à créer un monde autour de votre zone jouable. Même si votre joueur ne sera pas amené à voir certains éléments, il vaut mieux avoir de la marge. De cette manière, vous serez sûr que la caméra ne rencontrera jamais une partie vide. Voilà, pour l'instant, je vais remettre la caméra ici. Dans cet épisode où on va créer les bases de notre personnage, on va pas s'occuper du système de caméra, je pense que ça sera plutôt pour le prochain épisode. Donc pour l'instant, le visuel et la caméra ne sont pas si importants que ça. On va s'attaquer au plat de résistance de la vidéo, c'est-à-dire le personnage et son système de déplacement. Donc pour avoir un personnage et pour le déplacer, il faut qu'on ait le visuel du personnage. C'est comme le level design, si on n'a pas de quoi créer notre niveau, on ne peut pas créer un niveau. Je vous ai déjà montré cette page à l'épisode précédent, donc la page Open Game Art, sur laquelle j'ai téléchargé la tilesheet pour le level design, pour nos mondes, et je vous avais dit qu'on a également des personnages, et je crois que je vous les avais même montrés. On peut voir ici les 3 personnages qui sont inclus, qui peuvent être téléchargés et qui ont même leurs petites animations. Et vous avez ici une tilesheet des 3 personnages et même d'un autre personnage encore qui est ce petit serpent. Et il est même possible qu'on réutilise ce petit serpent en tant que peut-être qu'ennemi de notre joueur lorsqu'on arrivera à l'épisode adéquat pour ajouter ça. Pendant mes tests, pour préparer cette série, j'avais utilisé le deuxième personnage, donc le roi qu'on a ici. Et je pense réutiliser le même personnage pour cette série sur YouTube. Il faut savoir que les 3 personnages sont configurés de la même façon, donc ils ont autant de frames les uns que les autres, hein, sauf l'ennemi qui lui n'en a que 4. Tout ça, ça concerne le système d'animation. Je vais pas trop rentrer dans les détails des animations aujourd'hui parce qu'on en parlera au prochain épisode, c'est au prochain épisode qu'on ajoutera nos premières animations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger maintenant cette tilesheet avec tous les personnages dessus. C'est pas dit qu'on utilise tous les personnages, mais au moins au cas où, lorsqu'on ajoutera des ennemis ou des alliés, ou peu importe, des PNJ peut-être également, eh bien on aura de quoi les créer directement, on n'aura pas besoin d'aller retélécharger des ressources ou de revenir sur cette page. En bas de la page, j'ai Characters ici, je vais cliquer dessus, ça va directement me télécharger une image au format .png. Retour sur Unity, on va importer la tilesheet qu'on vient de télécharger, donc je vais faire glisser Characters dans Imports. Je vais aller dans Imports, sélectionner Characters, et là on va faire quasiment la même chose qu'au
qu'à l'épisode précédent pour découper cette image, ce format .png, en plusieurs sous-images pour chacune des tiles, chacun des frames qu'on a à l'intérieur. Donc je vais faire un petit peu de place, inspector, ça je peux fermer. Donc on est toujours sur un type de texture en sprite 2D and UI, le sprite mode en multiple parce qu'on a plusieurs éléments dans notre image. Le pixel per unit, alors je suis pris d'un doute, mais il me semble que la taille des personnages est la même que pour les tiles qu'on a utilisées, alors les mêmes que moi j'ai utilisées à l'épisode précédent, donc je crois que c'est du 16 par 16, il faudra que je vérifie. Le filter mode en point no filter, on peut faire apply, et le reste ça devrait être bon, on va faire sprite editor ici. Je vais passer en mode slice pour découper ma feuille, grid by cell size, et je vais mettre 16 par 16 et normalement ça devrait le faire. Si je fais slice, c'est pas du tout la bonne valeur. J'avais un doute, je crois que c'est du 32 par 32 pour les personnages. Si je fais slice, ça m'a l'air beaucoup mieux. Si vous maintenez la touche CTRL, vous pouvez faire apparaître votre grille en vert. Donc là j'appuie plein de fois sur CTRL, vous voyez que ça clignote. Parce que quand vous avez un fond transparent, bah là les lignes blanches je vois pas forcément super bien. Donc si je maintiens CTRL et que je regarde un petit peu, chaque personnage est bien dans une case, ils sont tous bien séparés. Il n'y a pas un pixel qui dépasse, donc ça m'a l'air bon. J'ai l'impression que c'est du 32 par 32. Même si on aurait pu, je pense, optimiser un petit peu la tile sheet. Parce que vous voyez qu'au-dessus de chaque personnage, il y a quand même un grand espace vide, alors c'est pas très dérangeant en soi. Et voyons voir l'ennemi, le serpent, c'est pas mal du tout. Ok, donc chez moi c'est du 32 par 32. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait slice, on peut faire apply. Et on peut fermer ça. Du coup, dans import characters, j'ai une petite flèche qui apparaît avec tous mes personnages à l'intérieur. Tous mes frames qui apparaissent, donc je peux ouvrir ma preview ici. Et si je me déplace, on peut même avoir l'impression que le personnage court. Vous voyez que si je passe les images très rapidement, on a l'impression que ce petit bonhomme est en train de courir ici. Et si je continue de me déplacer rapidement, on pourra même voir les autres animations, comme l'animation de frappe, l'animation où il court, il grimpe, etc. Et donc pareil, pour tous les autres personnages, les animations sont les mêmes. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va importer juste un frame, on va importer une seule tile du personnage. Donc moi j'avais dit que j'utiliserais le roi, il faut juste que je le retrouve, donc dans Characters, donc je vais prendre le premier. Ça sera juste pour l'exemple, hein, vu qu'avec l'animation on n'aura plus d'éléments fixes. Je vais dans la scène, et je vais juste glisser l'image de mon personnage, donc chez moi ça s'appelle Characters 23. Si vous utilisez les mêmes tile sheets que moi, le même projet que moi que vous avez téléchargé sur OpenGameArt, vous devriez avoir la même chose. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais le placer à -2 pour qu'on ait l'impression qu'il soit vraiment au sol. On va passer dans l'onglet Game, et c'est plutôt pas trop mal. Au niveau des proportions, peut-être qu'il y aura un petit peu d'adaptation à faire, j'ai l'impression que le personnage est peut-être un petit peu grand par rapport au monde, mais c'est assez difficile d'imaginer vu que pour l'instant j'ai vraiment un monde très simple, j'ai pas d'adversaire, j'ai pas vraiment de relief, j'ai juste une plateforme qui va me permettre de tester mon système. Et puis maintenant, on passe à la meilleure partie, la partie programmation. Donc on va ajouter un script pour déplacer ce personnage dans notre monde ici. On peut faire add component, on va ajouter un nouveau script, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? On va l'appeler par exemple move player, donc déplacer le joueur. On pourra toujours le renommer plus tard évidemment. Le script s'est ajouté ici, je vais directement ranger mon projet dans Asset, je vais créer un nouveau dossier, donc create folder, que je vais appeler script, et à l'intérieur je vais mettre le script move player qu'on vient de créer. Le personnage qu'on a ajouté dans la scène, il s'appelle Characters23, c'est le nom du frame, de la tile qu'on a ajouté. On va renommer ça en player, ce sera un petit peu plus clair. Et je pense qu'on est prêt pour travailler sur le script. Donc on peut double-cliquer ici sur Move Player, ça devrait vous ouvrir votre éditeur de texte. Par défaut, si vous avez téléchargé Unity avec Visual Studio, tout comme moi, ça sera Visual Studio qui va s'ouvrir. Et nous voilà maintenant dans notre script. On va commencer par supprimer les deux using qu'on a en haut avec les systèmes.collection parce qu'on n'en aura pas besoin. On peut également supprimer les commentaires avec start et update ici, histoire d'avoir vraiment un script clean qu'on va pouvoir commencer. Donc le but dans cette vidéo c'est de faire un déplacement de base à l'horizontale. Le personnage pourra aller sur la droite ou sur la gauche, et on va aussi lui ajouter directement aujourd'hui son système de saut.
Il faut savoir que avec Unity, on a énormément de possibilités et de méthodes différentes pour déplacer un objet ou un personnage. On peut utiliser Move Transform, on peut utiliser le Rigid Body, on peut utiliser Translate, et il y en a encore plein d'autres. Chaque technique a ses propres particularités, et nous le système qu'on va utiliser, c'est celui que je préfère, personnellement, c'est avec un système de physique, donc on va utiliser un Rigid Body en 2D. Ça va permettre à notre personnage d'être affecté par la gravité, et ça va nous permettre de lui ajouter une force pour le déplacer dans une direction ou une autre. Avant de commencer à écrire notre script, on va donc préparer notre personnage en lui ajoutant ce fameux Rigid Body dont je viens de vous parler. Donc on va aller sur le player, on va faire Add Component ici. On va ajouter un Rigid Body 2D, vu qu'on est dans un environnement en 2D. Et dans Info ici, on va faire... alors non, c'est pas dans Info, c'est dans Constraints ici. On va freeze la rotation sur l'axe Z. Ça va éviter que notre personnage puisse tomber en avant et faire des rotations sur lui-même. Pour l'instant, je vais directement l'activer parce que j'ai peur de l'oublier plus tard, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'éventuellement, si j'y pense, je désactiverai cette option et je vous montrerai pourquoi ça risque d'être un problème. Maintenant qu'on a notre Rigid Body, on va ajouter un autre élément, qui va être un Collider. On va ajouter un Box Collider 2D qui va en fait correspondre à la boîte de collision de notre personnage. C'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va empêcher le personnage de traverser des murs par exemple, ou tout autre type d'objet qui possède aussi une boîte de collision. Donc je vais adapter un petit peu ce Box Collider, je vais cliquer sur Edit Collider ici. Je vais adapter la boîte de collision au personnage, donc je vais la diminuer en tirant les petites poignées qu'on a ici directement dans l'éditeur. Vous pouvez également adapter la taille de votre collider en jouant ici avec les différentes données. Donc vous pouvez adapter le décalage, la taille de la boîte de collision, etc. Le plus simple, c'est de le faire visuellement en utilisant le système de poignée ici. Voilà pour ma boîte de collision. Donc l'avantage de la boîte de collision, c'est qu'elle est indépendante du visuel, dans le sens où si par exemple je veux que la couronne ne soit pas affectée par les collisions, eh bien je peux juste faire une boîte de collision comme ça. Du coup la couronne pourra traverser des objets. C'est pas forcément une bonne idée, mais c'est juste un exemple pour vous montrer que le visuel et la boîte de collision sont deux choses indépendantes. Donc ça m'a l'air pas trop mal au niveau des données. Et déjà, si j'appuie sur Play, donc dans l'onglet Game, vous allez voir que mon personnage, eh bien, on va avoir une petite surprise, c'est que il va traverser le sol et il va tomber à l'infini. Ça, c'est dû à plusieurs choses. Déjà parce que notre personnage a maintenant un Rigid Body 2D, donc il est affecté par la gravité, mais c'est également parce que notre monde, on lui a pas ajouté de boîte de collision. Nous, ce qu'on a fait là, à l'épisode précédent, c'est uniquement du visuel. Pour qu'on puisse avoir des collisions entre notre personnage et le monde, on va aller dans Grid, on va choisir quelle tilemap doit contenir des colliders. Si on a plusieurs, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et on va ajouter un component, on va taper collider et on devrait trouver un tilemap collider 2D. On va cliquer là-dessus, et automatiquement vous voyez que sur notre monde, on va avoir une boîte de collision qui va s'ajouter sur chacune des tiles qu'on a dans la tilemap qu'on a sélectionnée. Alors vous remarquez peut-être que j'ai fait une petite bêtise en haut à droite. Si je désactive ma tilemap fondation, vous voyez qu'on a un morceau ici qui a été oublié, c'est parce que je l'ai ajouté sur la mauvaise tilemap. Donc ça c'est une erreur assez récurrente, mine de rien, quand on travaille avec plusieurs tilemaps. Donc le mieux c'est de le corriger au plus vite. Donc je vais peut-être le faire tout de suite, vu que ma palette est déjà ouverte. Alors je sais pas sur quelle tilemap j'ai ajouté ces éléments ici. J'ai l'impression que c'est sur Water. Je vais passer en mode effacement. Je vais effectivement effacer ça. Donc là vous voyez que si je passe la gomme là-dessus, donc là j'essaye d'effacer, mais vu que les éléments qu'on a ici sont sur une autre tilemap, sur fondation, eh bien je peux pas les effacer. Du coup je vais juste aller sur fondation, et je vais réajouter le petit visuel que je viens d'enlever. Et voilà. Et vous remarquez que les éléments que je viens d'ajouter ont aussi une boîte de collision, parce qu'ils ont le petit carré vert qui s'est ajouté autour. Également j'attire votre attention sur quelque chose que vous avez peut-être remarqué dans votre projet, que je n'ai étonnamment pas dans le mien, mais que j'avais lorsque j'ai fait mes tests. Vous voyez que chez moi, toutes les tiles sont bien collées les unes aux autres. Il n'y a pas de petit espace en fait entre les différents carrés que j'ai ajoutés. Mais il est possible que peut-être que chez vous, il y ait ça. Alors je sais pas exactement à quoi c'est dû, j'ai trouvé des tutos assez vieux sur les tilemaps et qui avaient déjà ce problème à l'époque, et donc j'ai l'impression, je sais pas si c'est un bug ou si c'est vraiment voulu en fait, mais vous avez peut-être un petit espace entre vos différents carrés. Pour pallier à ce problème ici, vous avez dans votre grid, l'objet qui contient toutes vos tilemaps,
vous avez un cell gap ici. Si jamais vous avez le problème, je vous invite à mettre une valeur comme moins 0,0001 et vous pouvez mettre ça dans les 3 positions ici. Je vais le faire chez moi par précaution. Et le fait de mettre une valeur négative ici, ça va en fait superposer chaque tile un petit peu les unes sur les autres. Vu que la valeur est toute petite, c'est invisible pour le joueur à l'œil nu, mais au niveau de Unity et de son fonctionnement, ça va permettre en fait d'éviter les petits gaps qu'on pourrait avoir entre les tiles. Alors comme dit, chez moi par défaut je l'ai pas, peut-être que chez vous vous ne l'avez pas non plus, par précaution je vous invite quand même à rajouter ce petit paramètre. Ok, maintenant qu'on a ajouté une boîte de collision sur notre monde et sur notre personnage, si j'appuie sur play, normalement mon personnage ne devrait plus traverser le sol, et donc effectivement quand j'appuie sur play, vous voyez que j'ai mon personnage dans la scène, et je peux même le déplacer, et du coup il va tomber, vu qu'il est affecté par la gravité. C'est parfait. Maintenant que le personnage est configuré, on peut commencer à programmer son déplacement. On retourne donc dans le script et on va commencer par ajouter un certain nombre de variables. On va commencer par le système de déplacement et ensuite on ajoutera le système de saut qui s'adaptera assez facilement à ce qu'on va faire. On va commencer par créer une variable float publique qu'on va appeler moveSpeed. Le nom est assez transparent, ça va être la vitesse de déplacement. Je vais pas lui mettre de valeur par défaut, c'est pas vraiment nécessaire. Je vais ajouter une autre variable qui va être de type rigidBody 2D, qu'on va juste appeler RB pour rigidBody. Cet élément fera référence au rigidBody de notre personnage, et comme je l'ai dit, on va passer par le rigidBody pour déplacer le personnage, donc on a besoin d'une référence pour dire ce rigidBody là, cet élément là, on va lui ajouter une force dans cette direction pour le déplacer. Comme je l'avais dit à l'épisode 0, la série est faite pour les débutants comme pour les utilisateurs avancés. Si jamais c'est pas tout à fait clair pour vous, déjà je vous invite à suivre la série C#, si ce n'est pas déjà fait, parce que vous apprendrez énormément de choses et vous comprendrez bien mieux le système qu'on va créer aujourd'hui. Et je vais ajouter encore une variable qui cette fois-ci sera privée, et à laquelle on fera référence qu'une seule fois, et parce qu'on n'a pas le choix, on verra ça après, une variable vector3 qu'on va appeler velocity, donc pour la vélocité, et qui de base sera égale à vector3.0. Étant donné qu'on va faire les déplacements de notre personnage avec son rigidBody, donc avec de la physique, on va pas utiliser une fonction update, on va utiliser une fonction fixedUpdate. La fonction start en soi, on n'en aura pas besoin, le rigidBody on l'assignera directement depuis l'inspecteur. Et donc qu'est-ce qu'on a envie de faire dans fixedUpdate? Qu'est-ce qu'on a envie de faire qui va se passer à chaque frame? Eh bien on a envie simplement de calculer la vitesse à laquelle le personnage va se déplacer, on va calculer son mouvement en fait. Donc on va créer une variable temporaire qu'on va appeler horizontal movement et qui va être égale à input.getAxis. Et quel est l'axe qu'on va récupérer? C'est l'axe horizontal. La majuscule est importante, donc faites bien attention. Je ne l'ai pas précisé, mais le personnage on le déplacera avec les flèches du clavier. Donc si on appuie sur la flèche de droite, on ira vers la droite, si on appuie sur la gauche, on ira vers la gauche. Donc il y a un certain nombre d'axes qui sont présents par défaut sur Unity, horizontal en fait partie, et il va nous permettre en fait simplement de savoir si on va plutôt vers la droite ou vers la gauche, donc sur l'axe horizontal. Donc le mouvement horizontal du personnage il va être basé sur la touche sur laquelle on va appuyer, droite ou gauche. On va multiplier la vitesse du déplacement horizontal par moveSpeed, la variable qu'on a créée au-dessus, donc on va pouvoir définir la vitesse par défaut on va dire du personnage, et on va multiplier tout ça par un dernier élément qui va être time.deltaTime, qui va nous permettre en fait d'effectuer cette action au fil du temps. Donc aussi longtemps que dans la vie réelle on appuiera sur la touche, eh bien on déplacera le personnage dans notre jeu. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a notre mouvement horizontal, eh bien on va effectuer ce mouvement. En fait ici, si vous voulez, on a calculé le mouvement, c'est-à-dire dans quelle direction et à quelle vitesse on va aller. Mais maintenant ce mouvement il faut l'appliquer, il faut l'envoyer au rigidBody, qu'on a référencé en haut, pour pouvoir déplacer le personnage. Ça, on pourrait le faire directement depuis fixedUpdate, on pourrait le faire en une seule ligne ici, mais on va faire les choses proprement, on va plutôt créer une autre méthode, qu'on va appeler movePlayer, et on va envoyer à cette méthode horizontal movement, donc la valeur qu'on vient de créer. On va aller créer cette nouvelle méthode, on va la créer juste en dessous, donc on va faire void movePlayer. Vu qu'on envoie un paramètre à movePlayer ici, il faut que movePlayer prenne un paramètre, donc on va ajouter un paramètre float, et que je vais appeler horizontal movement avec un underscore.
Ça, c'est une convention de nommage, étant donné que cette variable est un paramètre, elle est passée en paramètre à la fonction, je vais ajouter un underscore à l'avant pour la différencier de l'autre horizontal movement que j'ai au-dessus. Donc c'est une convention de nommage, il en existe beaucoup, c'est comme les variables constantes qu'on a l'habitude d'écrire en majuscules. Et si les conventions de nommage existent, ce n'est pas pour rien, donc je vous recommande fortement de les suivre. Maintenant qu'on est dans Move Player, je vais calculer la vélocité de notre cible. C'est-à-dire que je vais estimer à quel endroit le personnage doit être, vers quelle direction, à quel endroit le personnage doit faire son prochain mouvement. Pour ça, je vais créer un vecteur 3, que je vais appeler target velocity, et ça va être égal à un nouveau vecteur 2. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'utilise d'un côté un vecteur 3, de l'autre côté un vecteur 2. À l'intérieur, je vais ajouter mon horizontal movement que j'ai passé en paramètre, et je vais ajouter rb.velocity.y. C'est-à-dire que l'endroit vers lequel on va se déplacer, la direction dans laquelle on va se déplacer, elle va être basée sur horizontal movement qu'on a calculé en haut. Donc ça c'est sur l'axe X, donc à l'horizontale. Mais vu que je définis un nouveau vecteur 2, il faut absolument que je précise aussi une valeur pour Y, donc l'axe vertical. L'axe vertical, on va pas l'assigner via cet élément ici, vu que là pour l'instant on a juste calculé le horizontal movement, donc en fait on va laisser la valeur par défaut. C'est-à-dire que le rigid body sur l'axe Y, on va lui ajouter la même force qu'il a actuellement. Donc s'il n'en a pas, on lui envoie rien, s'il en a une, on lui envoie. Puis, pour terminer, on va réellement effectuer le mouvement, donc la vélocité, la vitesse de notre rigid body, on va lui effectuer ce qu'on appelle un smooth damp, c'est-à-dire un déplacement fondu, c'est-à-dire un déplacement lisse en quelque sorte. La vélocité correspond à un vecteur 3 parce qu'on a une vitesse sur l'axe X, sur l'axe Y, sur l'axe Z. Même si on est dans un environnement en 2D, on a toujours une notion d'axe Z dans Unity. Donc on va devoir envoyer ça sous forme de vecteur 3. Et on va effectuer donc comme j'ai dit un smooth damp. Ce smooth damp, on va le faire entre la vélocité actuelle de notre rigid body. On va mettre une virgule et ensuite on va ajouter la cible vers laquelle on veut déplacer le personnage, c'est-à-dire target velocity qu'on a créé juste au-dessus. La référence pour le mouvement, ça va être la vélocité. Donc là, on rentre dans quelque chose de très spécifique à Unity, c'est pour ça que je disais que il faut qu'on déclare en haut une variable velocity qu'on va être obligé de déclarer pour utiliser le smooth damp, parce qu'il faut absolument qu'on ajoute une référence. Donc ça, ne vous prenez pas trop la tête, c'est la nomenclature de Unity, c'est comme ça qu'il faut passer. Et on va ajouter ce qu'on appelle un smooth time, qui est en fait une échelle de temps sur laquelle le personnage va effectuer son déplacement. Par défaut, je mets 0,05 secondes, ce qui devrait être largement suffisant, et si nécessaire, on pourra toujours modifier ça. Je me suis rendu compte d'une petite bêtise, c'est que j'ai appelé mon script MovePlayer, et j'ai une méthode à l'intérieur qui s'appelle MovePlayer, donc ça c'est totalement interdit. On n'est pas censé le faire, donc je vais garder MovePlayer à l'intérieur parce que c'est quand même, c'est littéralement ce qu'on fait, on déplace le joueur. Et le script en haut, la classe, je vais plutôt l'appeler Player Movement, ce qui sera un petit peu mieux pour un nom de classe. Il faudra qu'on renomme également le script dans Unity. On va sauvegarder tout ça. Notre système de déplacement devrait déjà être fonctionnel. Si tout n'est pas clair pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Surtout si vous êtes débutant, parce qu'on utilise quand même pas mal d'éléments entre la physique, entre les game objects, les inputs, etc. Donc n'ayez pas d'inquiétude pour l'instant. Le script MovePlayer qu'on a ici, donc comme je l'ai dit, on va le renommer. Donc vous pouvez le sélectionner, vous appuyez sur F2, ça va activer le renommage, et vous pouvez l'appeler Player Movement. Faites toujours bien attention aux majuscules, c'est très important. Et normalement, si je vais dans Player, on a notre script Player Movement qui apparaît. On peut fermer le rigid body ici, pareil pour le box collider, et on a deux éléments qu'il va falloir qu'on renseigne. RB, qui est notre rigid body, donc là vous pouvez juste prendre le rigid body en dessous et le faire glisser à l'intérieur de la case. Et pour le move speed, vous allez pouvoir renseigner une vitesse de déplacement. Il va falloir qu'on mette une vitesse assez haute, moi j'avais mis 250 pour mes tests, peut-être qu'il faudra un petit peu adapter. De toute façon on va faire notre test, vous pouvez ensuite appuyer sur play, et en utilisant les flèches du clavier, vous devriez pouvoir déplacer votre personnage vers la gauche ou vers la droite. Vous allez vite vous rendre compte d'un problème, c'est que là, actuellement, mon personnage, je peux plus le déplacer. J'ai réussi à le déplacer un petit peu, et là je ne peux plus, parce qu'en fait, si je vais dans Fondation, vous pouvez voir que comme par hasard, mon personnage il est bloqué sur une tile. En fait, ce qui se passe, c'est que la boîte de collision de mon personnage reste bloquée en fait entre une tile et la suivante.
C'est un problème qui est assez commun et on va pouvoir le résoudre très facilement. Ce que j'avais fait pour fixer ce problème, c'est que j'avais ajouté 2 colliders sur mon personnage. Je vais le monter un petit peu pour qu'on puisse bien voir. En fait, ce sont surtout les coins de notre collider ici qui nous posent problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le collider qu'on a ajouté, on va le rendre un petit peu plus petit, et on va ajouter un second collider, qui cette fois-ci va être un sphere collider. Alors non, c'est pas un sphere collider, attendez, un circle collider. Le circle collider qu'on va ajouter, il va être très grand, donc on va faire éditer. Donc pareil, on va activer les petits manches ici pour le déplacer. Et on va faire en sorte que le bas de ce nouveau circle collider soit au niveau de la plante des pieds de notre personnage. Au même endroit que là où était l'autre collider avant. Je vais fermer mon box collider 2D, mon circle collider 2D. Je vais remettre mon personnage au niveau du sol. J'appuie sur play. Et là, on devrait toujours pouvoir déplacer le personnage, mais il ne devrait plus s'accrocher sur le sol. Maintenant qu'on a réglé ce problème, on va pouvoir continuer avec notre script, on va pouvoir passer au système de saut. Je vais également faire un petit quelque chose que j'ai peur d'oublier plus tard. Dans mon joueur, j'ai un sprite renderer qui correspond en fait au component visuel, donc avec l'image de notre joueur. Le order in layer ici, je vais mettre quelque chose d'assez haut, je vais mettre 5 par exemple. Vous avez déjà vu à l'épisode précédent que sur nos différentes tilemaps, on a order in layer qui apparaît sur le tilemap renderer. Là c'est un peu le même principe. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait défini en fait un ordre selon lequel certaines tilemaps doivent être affichées par-dessus d'autres ou derrière d'autres. Le personnage il a le même principe. Donc on va mettre un order in layer assez grand. De cette manière il va apparaître devant tous les décors. Pour ajouter un système de saut, on va ajouter une condition ici dans fixed update. Donc avant d'effectuer movePlayer, d'appeler cette méthode, il faut qu'on sache si le joueur va sauter. S'il a demandé à effectuer un saut en quelque sorte. Donc on va ajouter une condition. On va dire que si le joueur fait un input sur getButtonDown jump, c'est-à-dire que si le joueur a appuyé sur la touche de saut, eh bien on va effectuer un saut. On va créer une variable pour savoir si le joueur est en train de sauter. On va ajouter donc tout en haut, public, bool is jumping. Donc est-il en train de sauter? Vu qu'on est sur une boule, ça sera soit oui, soit non. Par défaut, on peut peut-être lui mettre false, vu que lorsque le jeu démarre, le joueur ne saute pas. Et ici, on va dire is jumping égale true. Donc si on a appuyé sur le bouton de saut, le personnage va sauter. Juste pour le contexte, si vous ne le savez pas, jump c'est une expression qui est présente par défaut dans Unity lorsque vous créez un nouveau projet, et ça correspond à la barre espace. C'est-à-dire que si j'appuie sur la barre espace, eh bien cette condition ici sera lue. Les inputs, on en reparlera plus tard dans la série, on fera en sorte de pouvoir configurer nos touches et savoir quelle touche il faut appuyer pour quel mouvement. Donc si j'appuie sur cette touche, je vais à droite, si j'appuie sur cette touche, je vais sauter, etc. etc. Maintenant qu'on a fait ça, on sait si le personnage a demandé à sauter, donc dans movePlayer ici, on va ajouter une condition à la fin, et on va dire que si isJumping est sur true, donc si on a appuyé sur la barre espace, on va effectuer une force, on va ajouter une force à notre joueur sur l'axe vertical, donc vector 2, vu qu'on a x et y à préciser, vu qu'on est dans un monde en 2D. Sur l'axe X, donc à l'horizontale, on va pas ajouter de force. Pour l'instant, on va juste faire un saut à la verticale. Et il faut qu'on précise quelle est la force qu'on va envoyer à notre rigid body pour sauter. Plutôt que de mettre une valeur en dur ici, on va créer une nouvelle variable. Un petit peu sur le principe de move speed. Donc une float qu'on va appeler jump force. Donc la force de saut. Et c'est jump force qu'on va renseigner ici. Et on peut mettre un point virgule, cette ligne est terminée. Et très important, si on vient de sauter et qu'on vient d'ajouter une force, il faut qu'on précise à Unity que on n'est plus en train de sauter. On va sauvegarder ça, on va aller tester le système. Je vais retourner sur Unity, on devrait déjà avoir un système de saut fonctionnel. Sur le joueur, la jump force, il faut qu'on la renseigne. Dans mes tests, pour la jump force, j'avais mis 300. Encore une fois, c'est une valeur à adapter. Je vais appuyer sur play. Et du coup, si j'appuie sur la barre espace, mon personnage, on lui applique une force, et donc il saute. Et je peux même déplacer mon personnage à l'horizontale et appuyer sur la touche de saut, et donc me déplacer à l'horizontale et à la verticale en même temps. Sauf que le système qu'on a ajouté actuellement, alors il fonctionne très bien, dans le meilleur des mondes, mais je peux faire ça.
je peux faire des sauts alors que je suis déjà en l'air, et donc je peux avoir mon personnage qui flotte plus ou moins dans la scène, ce qui est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir. Donc on va ajouter un système qui va permettre au personnage de sauter uniquement s'il est au sol. Pour faire ça, il va falloir qu'on sache déjà si le personnage est au sol. Il y a plusieurs techniques pour faire ça, encore une fois. Comme le système de déplacement et comme à peu près tous les systèmes en programmation, vous avez plein de façons de faire différentes. Ce qu'on va faire pour ajouter ces systèmes, c'est qu'on va ajouter une autre booléenne là-haut, dans nos variables, qu'on va appeler isGrounded, c'est-à-dire est au sol. On va pas mettre de valeur par défaut, c'est pas vraiment important. Pareil pour isJumping en fait, on peut l'enlever. Et donc le principe que moi je vais utiliser, c'est de créer une ligne en fait, sous mon personnage ici, sous son visuel, sous sa boîte de collision, et cette ligne, elle va détecter les collisions. C'est-à-dire que si cette ligne elle est à l'intérieur du sol, eh bien on va considérer qu'il y a une collision, que cette ligne entre en collision avec quelque chose, et donc ça voudrait dire que, vu que la ligne est sous le personnage, bah le personnage il est au sol. Alors que si le personnage il saute, alors je vais imager ça comme ça, voilà, le personnage est en train de sauter, on aura toujours la ligne sous les pieds, mais là elle ne sera en collision avec aucun élément. Et vu qu'on détecte pas de collision, bah c'est probablement que le personnage est en train de sauter. Donc on va pas autoriser le joueur à refaire un saut. Voilà pour le principe. Pour créer cette ligne, on va créer deux objets qui vont être liés en fait l'un à l'autre par une ligne invisible, et ensuite on se basera sur cette ligne dans le script pour vérifier. Donc pour faire ça, on fait un clic droit sur Player, on va créer un empty. Cet empty, je vous recommande, ici vous avez un petit icône de cube, par défaut vous pouvez cliquer dessus, et vous pouvez choisir un icône, alors je vais prendre par exemple le rond vert ici, ce qui va me permettre d'avoir un repère visuel pour cet objet qui est vide, hein, qui ne contient absolument rien, qui a juste des positions, des rotations et un scale. Parce que si je ne mets pas d'icône, et que je clique en dehors, et bien là, j'ai aucune idée d'où est cet objet. Du coup c'est pas facile de le retrouver, il faut que je passe ici par la hiérarchie. Donc je vais ajouter un petit icône. Je vais l'appeler Ground Check Left. Je vais le placer sous le joueur. Alors l'icône est très très grand, vous pouvez ici dans Gizmo modifier ça. Par défaut je suis sur 3D icône. Si je le désactive, vous voyez qu'il passe en tout petit. Ça sera un petit peu plus simple. Donc le Ground Check Left, je vais le mettre à peu près ici, donc un petit peu dans le sol. Et je vais le mettre sur la gauche du pied de mon personnage, ou peut-être à peu près ici, voilà, donc je le fais un petit peu à l'œil, hein, c'est pas super important. Je vais ensuite le copier, donc je peux le sélectionner, faire CTRL D pour dupliquer, et je vais déplacer la copie de l'autre côté, donc sous l'autre pied du personnage. Et celui-là je vais l'appeler Ground Check Right, donc le détecteur de sol de droite. Maintenant que j'ai ces deux éléments, je vais pouvoir les référencer dans le script, et on va pouvoir se baser dessus pour savoir si ces deux éléments entrent en collision avec un objet. Et vu que j'ai directement créé Ground Check Left et Right à l'intérieur du joueur, si je déplace mon joueur dans la scène, vous voyez que les deux points vont suivre le personnage, vu qu'ils dépendent du parent player. Allez, on retourne dans notre script. On va créer une référence à ces deux points, à nos Ground Checkers, comme on va les appeler. Donc on va créer deux variables de type transform, qu'on va appeler Ground Check Left. On va copier-coller cette ligne et on va l'appeler Ground Check Right. Dans Fixed Update, donc en permanence, on a envie de savoir si le personnage est au sol. Pour faire ça, on va donc se baser sur isGrounded qu'on a créé avant, et on va dire que isGrounded va être égal à physics2d, et on va utiliser une méthode qui s'appelle overlap area. On va définir une zone. La zone, elle va être entre Ground Check Left et Ground Check Right. Et plus précisément leur position, donc il faut qu'on ajoute après point position. Et pareil, point position. Et du coup, ce que va faire cet élément, c'est qu'il va créer une zone entre le premier élément et le deuxième élément. Il va créer en fait une boîte de collision. Et si la boîte de collision, elle entre en contact avec quelque chose, on va renvoyer true. Ce qui veut dire que isGrounded sera égal à true, et si jamais cette zone ne touche rien, cette ligne ne touche rien sous le personnage, eh bien ce sera false. Et du coup, basé là-dessus, on peut savoir si le personnage est au sol ou non. Du coup, pour effectuer un saut, il faudra que le personnage appuie toujours sur la touche jump, sur la barre espace, mais en plus, on va ajouter une autre condition,
il faut que isGrounded soit égal à true. Il faut que le personnage soit au sol. C'est absolument tout ce qu'on a à ajouter. On va sauvegarder, on va retourner ensuite sous Unity, alors je vérifie juste, isGrounded est bien en public, donc on va pouvoir l'avoir dans l'inspecteur. On va pouvoir bien vérifier si le personnage touche le sol ou non. Il va falloir qu'on renseigne ground check left et right, donc on peut simplement glisser nos objets à l'intérieur, ground check left, ground check right. On peut appuyer sur play, et donc là normalement vous voyez que isGrounded est directement passé à true. La variable est cochée, ça veut dire qu'on est au sol, et effectivement c'est vrai. Si j'appuie sur la barre espace, vous voyez que la valeur elle passe à false. Donc je réappuie, je vais mettre pause, et donc là vous voyez que isGrounded est sur false. Ce qui fait que, effectivement, ça veut dire que mon personnage n'est pas au sol, et donc en théorie je ne devrais pas pouvoir sauter une deuxième fois. Donc je vais essayer de sauter 2 fois, j'appuie une première fois, et une fois en l'air j'essaye de réappuyer, mais ça ne fonctionne pas. Donc avec ce simple système on va pouvoir éviter que le personnage, que le joueur se déplace dans les airs sans aucun blocage. Et je pense qu'on a fait le tour pour ce deuxième épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. La vidéo est peut-être un petit peu longue, mais comme je l'ai dit, la série est faite pour les débutants et pour les utilisateurs intermédiaires, voire avancés, donc forcément je prends un petit peu plus de temps pour donner des explications. Maintenant que j'y pense, j'en profite pour vous montrer. Au début, on a ajouté un rigid body et je vous avais dit qu'il faut absolument freeze la rotation sur Z. Si on ne fait pas ça, eh bien vous le voyez en direct. Le personnage a effectué une rotation sur l'axe Z de 5 degrés. Voilà, en fait, j'ai même pas besoin d'approcher un mur pour vous le montrer. Le personnage vient littéralement de tomber par terre. Il faut que le freeze rotation en Z soit activé sur le rigid body. Voilà pourquoi on l'a fait. Juste histoire de faire les bonnes pratiques, on va retourner dans le script. isJumping et isGrounded, on va les passer en privé, ces variables. On n'a pas besoin d'y accéder, on n'a pas besoin non plus de les voir dans l'inspecteur, donc on va les passer en privé. Par contre, le reste, donc les ground check, le rigid body, le move speed, le jump force, on va garder tout ça dans l'inspecteur. On peut donc sauvegarder notre script, et on a terminé le déplacement de base de notre personnage. Au prochain épisode, on ajoutera nos premières animations, donc on ajoutera une animation d'attente, ce qu'on appelle idle sur un personnage. Donc c'est lorsque le personnage ne bouge pas, donc il respire, il bouge un peu sur lui-même, histoire de montrer qu'il est quand même un peu vivant. Et lors du déplacement, on ajoutera une animation de déplacement également, donc une animation de marche pour notre personnage. On a donc fait le tour de cet épisode 2 de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Vous voyez que seulement en quelques minutes notre projet prend déjà pas mal de forme, on a déjà un niveau, on a déjà un personnage qui peut se déplacer, donc on avance plutôt bien. Si vous appréciez cette série ou plus généralement mes vidéos, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip, ou Utip plutôt. Vous pouvez effectuer des dons sur ces deux plateformes qui vont simplement contribuer à la création des vidéos que je fais sur YouTube. C'est grâce à ces dons, grâce à ces revenus que je peux me permettre de continuer de prendre du temps et de créer le contenu que je vous propose aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus sur ma situation, vous avez toutes les informations sur Tipeee ou alors directement sur le site de la tuto UnityFR, donc tutounity.fr. Vous avez un lien en description. Et je remercie chaleureusement les tipeurs du mois dernier et tout particulièrement Tenno et Spyprog pour leur soutien. Je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Salut!